Alors, le burn-out, l'inaptitude, ce sont des sujets vraiment complexes. Et pour un CSE, franchement, on peut vite se sentir un peu perdu, un peu démuni. Mais et si on changeait complètement d'approche? Si au lieu d'appliquer des règles bêtement, on voyait ça comme un art stratégique? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, l'idée de l'aïkido social. C'est une méthode, une philosophie même, pour naviguer ces situations qui sont à la fois humaines et hyper juridiques. Allez, on y va. Voilà la question centrale, et elle est de taille. Comment fait-on pour combattre un adversaire qu'on ne peut même pas voir? C'est tout le problème de la souffrance au travail, et surtout du burn-out. Par nature, c'est invisible. Et le vrai souci, le nœud du problème, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle, claire, unique. Du coup, c'est un vrai casse-tête pour le comprendre et surtout pour le faire reconnaître. Et pour relever ce défi, on va s'appuyer sur un concept assez puissant, l'aïkido social. L'idée, elle est simple, mais super efficace. Au lieu de foncer dans le mur, de se battre en force, on va plutôt rediriger l'énergie. On va chercher la petite porte dérobée, la solution intelligente pour contourner l'obstacle. Parce qu'à la fin, le but, c'est quoi? C'est de protéger les salariés. Alors, voilà le programme. D'abord, on va bien poser le problème, ce fameux défi invisible. Ensuite, on verra une stratégie très maligne, la stratégie de l'incendie, puis on s'attaquera à l'inaptitude et comment la voir autrement, on enchaînera avec les leviers très concrets du CSE et on terminera en prenant un peu de hauteur pour passer de pompier à architecte. Allez, on attaque la première partie, le défi invisible. Le problème de fond avec le burn-out, la raison pour laquelle c'est si compliqué, c'est qu'il n'y a pas une définition officielle. Rien, on est dans un flou total, un vrai brouillon à la fois juridique et médical. Et là, c'est fascinant de voir à quel point tout le monde a sa propre définition. L'Académie de médecine, elle, parle surtout d'épuisement. Le ministère du Travail, lui, pointe les risques psychosociaux, donc l'organisation. Et puis, on a des experts comme Marie Peset qui arrivent avec un modèle en 3 points. Bref, chacun y va de sa petite musique, et c'est justement ce manque de consensus qui est le cœur du problème pour le CSE. Et ça, ce n'est pas une invention. Le document sur lequel on s'appuie le dit noir sur blanc. Le CSE est obligé de naviguer à vue dans un cadre complètement flou. Et quand c'est flou, appliquer bêtement des règles, ça ne marche pas. Non, il faut une vraie stratégie. Et au-delà de tous les termes techniques, de toutes les définitions cliniques, cette citation, elle tape vraiment dans le mille. On ne parle pas juste d'un coup de fatigue, non. Le burn-out, c'est une érosion de tout, des valeurs, de la dignité. C'est une souffrance qui va toucher au plus profond de la personne, à son identité même au travail. C'est puissant. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, on passe à la stratégie. Le burn-out est invisible, d'accord. Mais alors, comment on fait pour agir? Eh bien, c'est là qu'intervient l'aïkido social, avec une idée brillante. La stratégie de l'incendie. Et là, attention, c'est vraiment le point clé. L'idée, c'est d'arrêter de se battre pour faire reconnaître le burn-out en tant que tel, ce truc insaisissable. Non. La stratégie, c'est de se focaliser sur ce qui se voit, sur les conséquences bien réelles, bien concrètes, la fumée et les cendres, pas les flammes. C'est un vrai changement de logiciel et c'est ça qui va tout débloquer. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Alors, première étape, on identifie la fumée. Ça veut dire qu'on documente tout. Le stress, la fatigue, les absences qui se répètent, les conflits, tous ces signaux faibles. Deuxième étape, on déclare les cendres. Là, on se concentre sur les pathologies qui en découlent, celles qui sont bien réelles et reconnues. Et enfin, troisième étape, cruciale, on remonte à la source. On fait le lien entre ces effets visibles et les vrais problèmes d'organisation. Et attention, ce n'est pas une stratégie sortie du chapeau, Elle a une base légale en béton. La jurisprudence, et notre source le montre bien, a déjà admis que les conséquences du burn-out, une crise de nerfs en pleine réunion, une altercation violente, ça peut être connu comme un accident du travail. La fameuse porte dérobée de l'aïkido, eh bien la voilà. Alors là, petite astuce médicale, mais qui est absolument fondamentale. Les mots que le médecin va écrire sur le certificat initial, c'est crucial. S'il écrit état de stress aigu au lieu d'épuisement, ça change tout. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte beaucoup plus facilement à une reconnaissance en accident du travail. Et ça évite le parcours du combattant pour faire reconnaître une maladie professionnelle. Allez, on change de sujet. Deuxième grand volet, l'inaptitude. Et là encore, l'aïkido social nous invite à voir les choses différemment. L'idée, c'est d'arrêter de voir l'inaptitude comme une impasse, une voie sans issue. Non, il faut plutôt la voir comme une bifurcation, une occasion de réorienter un parcours. J'aime beaucoup cette métaphore du GPS. L'inaptitude, ce n'est pas un message qui dit « vous êtes arrivé à destination, fin du voyage ». Non, c'est le GPS qui dit « attention, route bloquée devant, recalcul de l'itinéraire en cours ». Et ce recalcul, c'est une obligation pour l'employeur. Il doit activement chercher une autre route, une solution de reclassement. Attention, point très important, il ne faut surtout pas confondre un simple aménagement de poste avec une inaptitude. L'aménagement, c'est quand on modifie un peu le poste pour que le salarié puisse rester.
une chaise ergo par exemple, l'inaptitude c'est beaucoup plus fort. Ça dit le salarié ne peut pas rester à ce poste. Et là, l'obligation pour l'employeur, elle est décuplée. Il doit trouver un autre poste. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, le CSE, qu'est-ce qu'il peut faire dans tout ça? Quels sont ses leviers, ses cartes à jouer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, on va tordre le cou à un mythe, une idée reçue super tenace. On l'entend partout et souvent les employeurs s'en servent pour mettre la pression, le fameux délai d'1 mois. Après 1 mois, l'employeur serait obligé de licencier le salarié inapte. C'est un mythe. Parce que la réalité juridique, elle est tout autre. Et c'est là que ça devient un levier énorme. La loi ne dit pas « vous devez licencier au bout d'1 mois », non. Elle dit « si au bout d'1 mois vous n'avez ni reclassé ni licencié le salarié, eh bien vous devez recommencer à payer son salaire ». Et ça change tout. Ça devient un moyen de pression incroyable pour le CSE. Et c'est exactement ça l'esprit de la loi. Cette obligation de reprendre le paiement du salaire, ce n'est pas une punition, c'est une incitation très forte. C'est fait exprès pour que la recherche de reclassement ne soit pas juste une case à cocher, une simple formalité administrative, mais un vrai effort, sincère et de bonne foi. Donc, pour résumer, le CSE a plusieurs cartes en main. D'abord, il peut jouer sur le temps, grâce à cette histoire de reprise de salaire. Mais pas seulement. Il peut aussi agir sur les autres acteurs du jeu. Aller voir le médecin du travail, par exemple, et lui rappeler gentiment qu'il se doit d'être neutre. Et il a même une arme ultime, son droit de veto sur le recrutement ou le licenciement de ce médecin. Ce sont des outils vraiment puissants. Et pour finir, on va prendre encore un peu plus de hauteur. Parce que le but ultime de tout ça, ce n'est pas juste devenir un super-héros de la gestion de crise. Le vrai Aikido social, le niveau supérieur, c'est de faire en sorte que les problèmes n'arrivent même pas. C'est l'idée de passer du rôle de pompier, qui éteint les incendies, à celui d'architecte, qui conçoit un bâtiment où le feu ne peut pas prendre. Parce qu'au fond, un cas de burn-out, un cas d'inaptitude, c'est rarement juste un problème individuel. C'est souvent le symptôme de quelque chose de plus grand, un problème dans l'organisation. Et la vraie victoire, elle est là, se servir de ces cas individuels comme d'un signal d'alarme pour négocier des changements qui vont améliorer les choses pour tout le monde. Et ça se traduit par des actions très concrètes. Par exemple, surveiller de près les signaux faibles, comme le taux d'absentéisme qui grimpe dans un service. Analyser ce que disent les gens dans les enquêtes internes. Et surtout toujours utiliser un cas individuel pour questionner le système. Bref, il s'agit de construire une vraie culture de la prévention, main dans la main avec tous les spécialistes de la santé au travail. Et on va se quitter sur cette question qui pour moi résume absolument tout. Au fond, le but c'est quoi? Est-ce que c'est juste de résoudre les problèmes une fois qu'ils sont là, d'intervenir quand quelqu'un est déjà tombé? Ou est-ce que le but n'est pas plutôt de construire une organisation, un terrain de jeu, où les gens ne tombent pas, tout simplement? C'est toute la différence entre la réaction et la vision. Et c'est sans doute là, aujourd'hui, que se trouve la plus grande valeur ajoutée d'un CSE.